Ma première morsure, on peut pas vraiment dire que j'ai été mordue, mais j'ai tenu entre mes mains les cendres de Dracula. C'est un petit cercueil comme ça, et je crois que ça m'a marqué à vie. Ce qui est un peu une arme pour moi, c'est de me dire, ça n'existe pas, si vous voulez, cette espèce d'autodéfense. Est-ce que je fréquente des vampires? Est-ce que j'en ai rencontré dans des paroisses, par exemple? Est-ce que j'en ai rencontré dans la vie? Oui, c'est vrai, je suis en contact avec des vampires, mais ce ne sont pas forcément ceux de Hollywood. Il y a les vampires qui se considèrent comme vampires sanguins, donc qui boivent du sang, effectivement, comme le nom l'indique. Et les vampires psychiques, qui disent se nourrir de l'énergie psychique des humains autour d'eux. On cherche à échapper, au fond, à la mort. Une société qui est mortifère, anxiogène. D'une certaine manière, le vampire échappe à ça. Il est éternel. Une sorte de monstre, une sorte d'entité maléfique. Mais en même temps, c'est notre moi profond, c'est toutes nos pulsions refoulées, c'est nos désirs cachés. Le vampire, c'est l'équivalent d'une personne qui serait perverse sur le plan caractériel, quelqu'un qui a besoin de faire le mal pour survivre. J'ai cessé d'avoir peur graduellement, je dis à l'âge de 10-11 ans. Et puis, par contre, ma peur de ce monde-ci, des exactions des vampires, elle, n'a cessé de grandir depuis l'âge de 10 ans. Je suis un vrai vampire. Certains pensent que j'existe, d'autres non. Je n'ai pas d'âme, mais j'influence la race humaine. Ma quête et mon plaisir serait de savoir pourquoi et comment. Il y a des siècles que je vis comme cela, seul, au milieu des mortels. Depuis mon réveil dans ce cimetière, je descends en ville chaque nuit pour me nourrir. Pourquoi uniquement la nuit? Je ne sais plus. Mais dès que le jour disparaît, j'ai faim, terriblement faim. Je me rends dans les endroits où je peux facilement passer inaperçu. Je me fonds dans la foule et m'installe au bar pour y traquer une proie humaine que je pourrais consommer tranquillement plus tard, durant la nuit. Car je suis un prédateur. Je me situe au sommet de la chaîne alimentaire. C'est ce que disent en général les humains des vampires. Mais cette nuit-là, une fois ma faim apaisée, je me mis en quête de savoir qui j'étais et d'où je venais. Trop de questions sur ma solitude restaient sans réponse. Cette terrible solitude dont l'origine m'échappe et qui me pèse chaque jour davantage. Suis-je vraiment le seul de mon espèce à errer dans cette ville ? Je voulais me comprendre moi-même, et pour cela je devais rencontrer ceux qui s'intéressaient à moi, les interroger sans les effrayer, afin d'obtenir d'eux des réponses sur mes origines et ma condition. On parle des vampires depuis la plus haute antiquité, et en fait ce sont des êtres qui sont non morts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas morts, ils sont entre les deux dans cette frontière incertaine que permet la nuit, et tous ces fantasmes, toutes ces illusions. Et ce sont ces non-morts qui inquiètent effectivement les vivants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont la preuve, puisqu'on parle souvent de témoignages, de vampirisme, ils sont la preuve que les morts continuent à vivre, mais souvent pour créer justement des choses terrifiantes.
Les croyances aux vampires, elles existent un peu partout. C'est vrai qu'on trouve des croyances très anciennes dans la Grèce antique ou même à Rome. Mais en fait, c'est surtout dans l'Europe centrale, autour de pays comme la Roumanie, comme la Hongrie, qui ont donné lieu plus tard, évidemment, au mythe du vampire de Dracula. Mais c'est là que l'on trouve les croyances populaires les plus ancrées, justement, dans cette existence du vampire. On voit des époques où la peur où l'obsession du vampire est là, certaines régions aussi, et puis des époques où on n'en parle plus du tout. C'est comme s'il disparaissait, mais il ne disparaît pas, il dort. Le vampire dort de son sommeil éternel, dans son cercueil, au fond d'une cave ou au fond d'une crypte, et parfois il se réveille. Quand il se réveille, il revient parmi les vivants, et on le reconnaît par le fait que justement il ne s'intègre pas. Pourquoi ? Parce qu'il a peut-être cette mémoire des temps très anciens, il a cette obsession de lui-même, qu'il ne peut pas se donner à l'autre. Il prend, le vampire c'est celui qui suce le sang et la vigueur de l'autre, il ne donne rien. Je crois que c'est comme ça qu'on peut définir le vampire, c'est celui qui prend et qui ne donne pas. Ne donnant pas, il ne donne rien de lui, même pas sa vie, même pas sa mort. Et donc il reste là en sommeil, tapis. Et de temps en temps il apparaît, il disparaît, il revient. On parle du vampire, on parle aussi de la vampire. Elle est aussi présente, la vampire femme. Elisabeth Bathory, cette comtesse hongroise qui se baignait dans du sang de vierge pour garder l'éternelle jeunesse, est le pendant féminin du comte Dracula. Il y a Vampirella, il y a Carmilla, qui est la première vampe de la littérature. C'est cette femme qui est un peu la femme araignée, en quelque sorte. C'est-à-dire la femme qui attire, qui prend, qui mord, qui suce le sang, qui suce l'énergie vitale et qui ne donne rien, qui reste éternelle, elle aussi, qui reste immortelle parce qu'elle se nourrit en fait des autres et notamment des hommes. Le vampire, traditionnellement, on allait le chasser là où il se repose, c'est-à-dire dans sa tombe. Alors, il y avait plusieurs moyens. Mettre de l'ail dans la bouche, ou dans les oreilles, dans les différentes parties du corps. Il y avait une autre façon aussi, c'était de le lier tout simplement, de l'attacher. Lui attacher les jambes, lui attacher les pieds. Il y a également bien sûr le crucifix, il y a l'eau bénite, il y a tous les éléments de la religion, de l'église. Évidemment, la meilleure façon c'était celle du pieu. Du pieu, du pâle en quelque sorte, parce que il faut se souvenir que le modèle historique de Dracula, c'était Vlad Tepes, Vlad Dracul, Vlad l'Empaleur, qui en fait faisait subir le supplice du pâle à ses victimes. Et bien en fait, ce pâle, il se retrouve dans le pâle, dans le pieu qui effectivement perce le cœur du vampire. Il faut remonter aux origines même de l'homme pour rencontrer cette fascination à la fois pour la mort et pour le sang. On a trouvé des vestiges de la période préhistorique qui indiquaient que les hommes des cavernes croyaient en des personnages inquiétants qui pouvaient venir la nuit, les dévorer, leur sucer le sang, etc. Donc je pense que la peur du sang qui vient d'êtres surnaturels, c'est aussi vieux que l'humanité. Le christianisme a donné une dimension particulière à ce thème, puisque après tout, le Christ nous demande de consommer son sang, et que dans le sang, donc, il y a un principe vital. Vous savez que les théologiens disaient le sang est le siège de l'âme. Le christianisme s'est emparé de ce thème pour en faire évidemment un thème démoniaque. Ce qui est spécifique du vampire, c'est qu'il est à la fois monstrueux, c'est-à-dire qu'il suscite l'épouvante, mais en même temps il est séduisant.
Le vampire romantique est extrêmement séduisant. C'est véritablement le héros byronien qui est maudit des hommes, maudit de Dieu, mais qui a une certaine superbe, qui a un certain panache, et devant lequel on est finalement, on a une certaine admiration. C'est bien que tous les vampires de cette époque, jusqu'à Bram Stoker, sont des êtres extrêmement séduisants. Et il est facile, évidemment, de succomber à leur charme. Il est une image de la condition humaine. Donc on imagine bien que si on se saisit de cette thématique, nous sommes... Quelque chose qu'on apprend très vite quand on est un petit homme, c'est qu'on est mortel. C'est l'idée de la mort. Et c'est une idée inacceptable. Alors le vampire, ça peut être à la fois quelqu'un qui est condamné à errer. Il n'a pas de sépulture, d'une certaine manière. Il n'est pas inhumé. Donc, c'est pas une créature de Dieu. Il n'a pas été accepté dans le royaume du ciel. C'est une créature du diable. Et il doit se nourrir de jeunesse, de sang. Mais la jeunesse, c'est le sang qui bouillonne. Donc, il profite de nous. C'est un prédateur. En même temps, il a quelque chose que nous n'avons pas et qui nous fait rêver, puisque nous avons peur de la mort. Il est immortel. L'immortalité, c'est la connaissance, c'est le savoir. Donc, il a des siècles de connaissances. Alors, on peut imaginer que c'est un immense musicien, c'est un alchimiste, c'est un philosophe. Il écrit. Il réfléchit, il connaît des choses. C'est extrêmement séduisant. La séduction par la connaissance. Cette connaissance que je sens en moi, mais qui m'échappe à chacun de mes réveils. Je vois bien que les mortels en savent long sur les vampires, et qu'ils consignent tout leur savoir dans leurs livres. Mais je trouve amusant que le livre vampirique le plus important à leurs yeux soit un roman, Dracula. Un personnage de fiction. J'ai probablement dû rencontrer son auteur à l'époque. Tous les clichés qu'on a sur les vampires sont nés avec le Dracula de Bram Stoker. Il y a évidemment des choses qu'il a reprises de la tradition. Le vampire est forcément un être qui sort du cercueil, qui craint l'ail, qui ne peut pas se déplacer à la lumière du soleil. Mais Stoker a rajouté plein d'autres choses, la peur des miroirs, le fait de ne pas pouvoir franchir une étendue d'eau. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui ont constitué finalement le mythe qu'on connaît aujourd'hui. Dracula, c'est vrai que c'est la réunion de deux mythes importants de notre civilisation. C'est Don Juan et c'est Faust. Faust parce qu'il a l'immortalité et Don Juan parce que c'est un séducteur. Dracula, c'est un séducteur des ténèbres. Il a absorbé ces deux choses pour les incarner toutes les deux à la fois. Pour moi, Dracula, c'est aussi autre chose. C'est vraiment je crois que c'est peut-être le plus important. Enfin, à mon sens, c'est le plus important. Je crois que Dracula, les vampires en général, mais Dracula en particulier, c'est le symbole de l'autre, c'est le symbole du marginal. C'est-à-dire, Dracula, c'est quelqu'un qui est vu par la société victorienne comme dangereux, comme pervers. Pourquoi ? Parce qu'il ne se plie pas au code de la société bien pensante. Il a ses propres codes, apparemment il vit très bien comme ça. Et justement, c'est pour ça qu'il est dangereux, parce qu'il est un exemple à ne pas suivre.
Le vampire, c'est forcément un être hors norme. Alors soit il y a des vampires totalement individualistes, comme Dracula, en tout cas dans le roman de Bram Stoker, qui ont envie d'être seuls, pas forcément tout seuls, mais ils veulent asservir les autres. Donc lui, il va choisir la capitale londonienne pour faire des esclaves. Et puis il y a le vampire à la Anne Rice. Là, c'est le vampire qui, justement, cherche un compagnon, mais qui n'y arrive pas. Même s'il trouve un compagnon, il va se transformer, il va perdre cette étincelle d'humanité. Et puis, il y a un des romans qui a été aussi déclencheur dans ma recherche, c'est « Je suis une légende » de Richard Matheson, où on voit toute l'espèce humaine qui mute, qui devient des vampires, à l'exception d'un seul. C'est celui qui reste un humain et c'est lui qui devient un monstre. Et donc, ça nous montre quand même que le vampire... Les écrivains ont voulu aussi traiter de la tolérance à travers lui. C'est ça qui m'a intéressée. Le vampire, il attire forcément parce que déjà, il est immortel. En plus, beaucoup de vampires, aussi bien en littérature qu'en cinéma, restent éternellement beaux, jeunes, ou en tout cas peuvent le redevenir. Donc on a tous peur de la mort. Et puis, il y a cette dimension qui est donnée au cinéma, et puis avec les vampires d'Anne Rice, ou en littérature de Fred Saberhagen, qui reprend Dracula, mais de son point de vue, où on montre que le vampire peut sublimer l'amour, que l'amour va devenir plus fort que la mort. Ça peut être une fusion dans l'éternité. Le vampire représente toujours nos angoisses, selon les époques. Alors, c'est vrai que... Quand c'est Bram Stoker qui écrit, on lui présente une croix, il s'enfuit, on l'asperge d'eau bénite, il brûle. Mais de nos jours, finalement, un prêtre lui fera beaucoup moins peur qu'un psychanalyste, qui risque de briser en lui sa carapace de monstre, et donc de devenir humain. Ça évolue avec notre époque. Le vampire aussi, il s'adapte. C'est vrai qu'il me faut peu de temps pour m'adapter aux humains à chacun de mes réveils. À quelques détails près, ils ne changent pas beaucoup d'une époque à l'autre. Leur religion, ça, je la connais depuis toujours. De même que je connais le pouvoir de leurs symboles qui m'effrayait jadis. Mais je dois dire que cette histoire de psychanalyste m'intrigue. Le vampire, en général, n'a pas une tête de vampire. D'ailleurs, dans le livre, le comte Dracula est une personne très respectable. On l'appelle Monsieur le Comte. Certes, il est un peu étrange, mais c'est quelqu'un qui ne fait absolument pas peur. Quand le jeune, comment il s'appelle, Jonathan Harker se présente au château de Dracula, il part pas en poussant des cris. Au contraire, il est accueilli merveilleusement bien. Entrée, il dit « Ah, quel merveilleux spectacle, quel accueil, quelle belle table ». Donc le vampire, c'est quelqu'un qui n'a pas une tête de vampire. Si on prend une métaphore, le grand harceleur dans un bureau, ou même un grand dictateur n'a pas une tête de vampire. Il a fallu qu'il se fasse élire, ou en tout cas accepté par une partie de la population. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la séduction qu'ils exercent. Si vous prenez, je ne sais pas, un des plus grands vampires qu'on puisse imaginer, Adolf Hitler, il faut voir comment il a pu séduire le peuple allemand et le placer sous son entière domination, le fasciner. Le but du vampire, c'est de petit à petit d'anéantir l'autre en tant que personne et d'en faire sa propre chose, en utilisant tout un tas de techniques. Les techniques sont toujours les mêmes. Donc au début, je vous ai parlé de séduction, qui est presque de l'envoûtement. Et puis ensuite, il y a tout un discours qui embrouille les gens. Ce n'est pas pour rien que le vampire Dracula se dépalace avec un nuage de brouillard que lui-même suscite. Les stratégies, c'est l'embrouille, c'est des manipulations. Ou cette phrase merveilleuse qu'utilise le vampire domestique en disant « Ma chérie, tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça, tu n'as plus le droit de travailler, tu n'as plus le droit, mais tu es entièrement libre, et d'ailleurs, je t'aime. » Moi, je crois que c'est notre peur à tous. Sommes-nous sûrs d'être vraiment vivants ? Déjà, pour arriver à la résurrection, il faudra avoir été vivant un petit moment dans notre vie. Et beaucoup de gens vivent sans être vraiment vivants. Et moi, à mon avis, le vampire, il fait écho à ça.
c'est vraiment quelqu'un que l'on tue avec un pieu dans le cœur. C'est une image qui veut dire qu'on le tue en lui faisant mal au cœur. Pourquoi est-ce qu'on lui fait mal au cœur? C'est parce que c'est un malade du cœur. Et c'est par exemple quelqu'un qui va venir me parler de l'amour de Dieu, de l'amour que les chrétiens doivent avoir envers les autres, etc. Et qui va me parler que de cet amour, de façon presque obsessionnelle. Et je vais, en grattant un peu, m'apercevoir que c'est quelqu'un qui n'aime pas ses enfants, qui n'aime pas sa femme, qui n'aime personne. Et il va essayer de se servir de moi pour que je lui renvoie en miroir la croyance qu'il est capable d'aimer. C'est quelqu'un qui est un véritable obsédé du droit et du dogme, parce que ces gens-là sont souvent très attirés par le dogme. Et donc, dès qu'il y a du dogme ou de la loi ou des principes un peu trop rigides, ça attire ces gens-là. Donc, c'est vrai que j'ai à travailler et à évangéliser des vampires, finalement. Suis-je un monstre sans âme? Un représentant des angoisses et des déviances humaines? C'est pour cela que je suis un mythe, un archétype, un modèle de leurs propres conditions, de leur aliénation. Car je vois bien qu'ils ressentent à la fois de l'attirance et de la répulsion pour moi. Quant au cinéma qui adore les mythes, mon visage terrifiant n'a cessé d'y apparaître sous de multiples formes, dès le début. Le vampire, avant d'atterrir au cinéma, il est d'abord sur une scène de théâtre. Bram Stoker, et aussitôt, dès qu'il a fini son roman, il adapte son roman au théâtre. Ça dure 3h30 et celui qui possède le théâtre trouve ça abominable, donc il arrête ça tout de suite. Je pense qu'il s'est un peu trop reconnu dans le personnage. Ensuite, le premier film, c'est celui de Murnau, en 22. Mais la veuve de Bram Stoker le fait interdire puisque il n'a pas les droits d'auteur. En plus, il lui a pas demandé la permission. Il n'y a pas le mot Dracula qui est prononcé, mais en tout cas, c'est la même histoire à part la fin, puisque le vampire est quand même amoureux là. Donc, il faut attendre que Dracula tombe dans le domaine public. Bon, le film qui est vraiment important après, c'est en 1931 avec le Dracula de Browning. Et là, Bela Lugosi, qui joue dans le film, a joué aussi longtemps au théâtre avant ce rôle-là. Ce vampire, on le présente comme un étranger. Donc il y a la xénophobie ambiante des Américains plongés dans la crise, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a eu la chute des cours de Wall Street qui a ruiné l'Amérique et qui a rendu donc les étrangers extrêmement suspects. Et puis il y a aussi la montée de deux puissances en Europe, le fascisme et puis le bolchevisme de l'autre côté. Et donc le vampire se trouve incarner un petit peu tous ces risques. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 30-40, aux États-Unis, il y avait la Société Universal qui a fait des adaptations de tous les grands mythes de la littérature du 19e. Il y a eu Dracula, il y a eu Frankenstein, il y a eu Dr. Jekyll, il y a eu énormément de choses. Il y a eu la momie, le spectre est très large. Et dans les années 50, la Hammer Film a eu l'idée de racheter les droits de ces films et de les retourner à sa façon, mais de les retourner en couleur. Ce qui a vraiment quand même changé la donne. Et puis d'insuffler dedans un érotisme vraiment très prégnant qui justement a fait la caractéristique des films de la Hammer. D'une part, c'est la première fois qu'on voyait du sang à l'écran dans un film de vampire, dans un film fantastique. Et puis effectivement tout ce côté érotique qui est vraiment prégnant dans le mythe depuis le début, mais là qui est vraiment théâtralisé, si on peut dire. Christopher Lee reprend un petit peu le côté romantique du personnage parce que c'est un héros byronien, c'est un héros solitaire qui a un certain charme, qui est grand. Alors que Bela Lugosi, personnellement, je ne sais pas ce que les dames peuvent penser de Bela Lugosi,
Mais je trouve qu'il avait plutôt un physique assez malsain, avec ses cheveux gominés, ses yeux riboulants, alors que Christophe Lee est un bel homme, qui a véritablement une stature d'aristocrate. Et donc il va relancer véritablement ce thème du vampire, à tel point que la littérature s'en mêle, et qu'on voit paraître énormément de romans, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, avec des vampires du type de celui qu'incarne Christophe Lee à l'écran. Passer du rôle de monstre à celui de séducteur est une bonne chose, car les humains adorent être séduits. Et savoir faire naître en eux le désir est une arme efficace pour moi, car il faut bien que je séduise si je veux appâter mes proies et m'en nourrir sans éveiller l'attention des chasseurs de vampires. Le vampire, son arme, c'est cette séduction, cette fascination qu'il exerce. En fait, il n'a rien besoin de faire, en réalité, on va vers lui. C'est ça qui est très troublant, d'ailleurs, dans ce mythe du vampire, c'est que le vampire, en fait, il génère un désir. On va vers lui parce qu'il est étrange. Et en fait, après, il prend. Il prend, il ne donne rien en échange. Et c'est le principe de la séduction, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est un prédateur. C'est un prédateur qui avale ses victimes et qui ne laisse rien d'elles. Et les victimes elles-mêmes, et c'est comme ça que s'établit la filière vampirique, deviennent également des vampires. Pour survivre, elles sont obligées d'aller chercher ailleurs cette vitalité qui leur a été volée. Et c'est ainsi que s'établit, à travers les siècles, dit-on, une filière vampirique qui se fait par la morsure, qui se fait par la substance vitale ou par le sang, et qui est sans fin. Lorsque la littérature et le cinéma ont profondément modifié par rapport au mythe traditionnel du vampire, c'est que dans les légendes d'Europe centrale, le vampire s'attaque à tout être humain, qu'il soit vieux, jeune, quel que soit son sexe. Alors que dans la littérature, pendant très longtemps, le vampire ne s'attaquait exclusivement qu'à des êtres, à des personnages du sexe opposé. Autrement dit, il y a eu un isomorphisme qui s'est créé entre l'acte vampirique, c'est-à-dire le fait de mordre à la jugulaire, et l'acte amoureux, voire l'acte sexuel. Et c'est pourquoi, peu à peu, le cinéma s'est emparé évidemment de cela, et que la morsure a un côté éminemment sensuel. Ce qui est intéressant, c'est que la victime est en même temps partiellement consentante. Parce que finalement, elle s'aperçoit que c'est une espèce de viol, mais un viol qui serait agréable. Il y a un côté sexuel très prononcé et il y a cette espèce d'osmose qui se fait entre les deux partenaires qui n'est plus véritablement un viol puisque la victime finalement est consentante. Le vampire, s'il est en haut de la chaîne alimentaire, pour moi c'est possible s'il appartient à une espèce parallèle à la nôtre. C'est comme s'il y avait deux espèces qui avaient cohabité dès le début de l'humanité. Mais ça ne peut pas être possible s'il a été un humain avant. C'est là où c'est un vrai monstre. S'il meurt et puis qui se met à dévorer ceux qui ont été sa famille, ses amis, ses proches ou même pas ses proches, ça devient un tueur en série. Si on lit un vampire ordinaire,
de Suzimaki Charnas, là on voit que il est en haut de la chaîne alimentaire. En plus, apparemment, il est le seul de son espèce, il n'en connaît pas d'autres. Donc il peut hiberner pour essayer d'oublier les humains qu'il voit, sinon il met son statut de prédateur en péril. Il est sans arrêt en péril. S'il laisse les autres l'approcher, comment il pourra les manger? Il n'est pas non plus dénué d'émotions, insensible. Si un lion se mettait à aimer les biches, comment il pourrait les dévorer? Depuis quelques années, on traite un peu le vampirisme par rapport aux grands sujets de société. Il y a eu quelque chose d'effroyable qui a bouleversé tout le monde depuis 20 ans, c'est le sida. Et c'est pas par hasard si les prédateurs sont une sorte d'allégorie du sujet. Et le Dracula de Coppola, c'était très clair. D'ailleurs, je crois qu'il a fait une partie de son slogan publicitaire là-dessus. Donc, ça prouve une fois de plus que c'est un mythe universel qui touche tout le monde et qui avance avec l'évolution de la société en fonction des problèmes qui se posent. David Bowie, il incarne ce vampire moderne qui donc est habillé tout en noir, il y a le rock et puis le côté dandy qui s'entremêlent. Donc des personnages qui sont des marginaux, qui peuvent vivre dans notre société. Je pense qu'ils devront changer souvent de demeure quand même. Lui, il a le problème de ne pas être immortel. Je trouve que c'est un des plus beaux films de vampires qu'on ait jamais fait, et à la fois sur le fond et à la fois sur la forme, parce que c'est un film esthétique abouti à tous les points. C'est un chef-d'œuvre pour moi. Le Coppola, aussi, malgré ses détracteurs, est un grand film. Il y a quelques outrances dans le film que j'aime pas. Par exemple, le maquillage de Gary Oldman au début me paraît ridicule. Il n'y avait pas besoin de ça. Mais c'est quand même un grand film. C'est une œuvre d'art parfaite. Dans le film de Coppola, par exemple, vous verrez que, si je me souviens bien, sa femme s'est suicidée après une manœuvre de vampire, une fausse nouvelle. Et lui, fou de douleur, il va abjurer sa religion, faire une sorte de pacte avec le diable, et son but, ça va être de retrouver son amour qui est Mina. Donc le livre est assez fidèle par l'atmosphère et des tas de choses, mais sur le fond, il est en contradiction complète avec le vrai vampire. Et c'est ça qui fascine. Et dans tous les films, on a tellement de mal avec le mal absolu que, par exemple, quand on en fait un vrai méchant, il a une tête de méchant. C'est le vampire de Murnau. Mais un vampire qui aurait la tête de celui de Murnau ne pourrait pas faire grand mal. Parce que quand vous le verriez, vous prendriez vos jambes à votre cou et puis il vous attraperait jamais. Il y a le film Entretien avec un vampire. Forcément, celui-là, il a marqué toute la génération des cinéastes qui ont continué, soit en s'en démarquant après, totalement. Donc là, avec un retour à la violence, au vampire qui est un monstre. Même les chasseurs de vampires deviennent des monstres dans les films plus récents. Soit c'est le personnage de Louis qui va se confier aux humains, qui va vouloir parler de ses problèmes existentiels. Puis oser parler de lui, d'essayer de faire une recherche, de savoir qui il est, qui sont les premiers vampires, est-ce qu'il y en a d'autres de par le monde, c'est une véritable quête. Ce sont des confessions et le vampire nous parle. Et il nous dit ce qu'il est, il nous dit ce qu'il aime, il nous dit ses problèmes et il devient extraordinairement humain. Et donc il ouvre il inaugure toute une génération de vampires qui sont véritablement très proches de nous et auxquels, et ça c'est une chose nouvelle, on peut totalement s'identifier. Alors moi j'ai tout à fait été fan de Aux frontières de l'aube ou Génération perdue. Il y a bien sûr des histoires d'amour où le personnage qui est vampirisé essaye de ne dévorer personne, mais ça va au-delà de ça. On voit vraiment un groupe de vampires qui vit ensemble. Et puis, alors, aux frontières de l'aube, c'est vrai que c'est réversible leurs conditions, puisque si un humain transfuse totalement son sang dans le corps d'un des vampires, il peut redevenir humain. Il y a aussi le personnage de l'enfant dans Frontières de l'aube, qui finalement n'est plus un enfant, mais obligé de rester dans son corps.
Dans ces films-là, on a des clans, on peut plus parler tout à fait de la solitude du vampire, alors que dans les romans, même s'il y a des clans, ils n'arrivent pas à se supporter longtemps. Tandis que là, on voit bien qu'ils ont envie de continuer à vivre ensemble. Ce qui les empêche de vivre ensemble, c'est qu'il y a un des personnages du clan qui tombe amoureux d'un humain et qui refuse d'être un vampire. Mais autrement, ils ont l'air bien ensemble. C'est vrai qu'ils ont l'air heureux ensemble, ces petits vampires de cinéma. Mais dans la réalité, c'est tout à fait inconcevable pour une espèce comme la mienne. Car comment pourrions-nous faire pour vivre ensemble sans nous entredéchirer ? Décidément, les humains ne peuvent pas s'empêcher de nous identifier à leurs propres angoisses existentielles. C'est pas la société qui se calque sur le vampire, j'ai l'impression que c'est le vampire qui se calque sur la société moderne. Puisque le vampire a cet avantage-là, c'est qu'on sait pourquoi il agit. Il agit pour survivre. Il n'a jamais été dit au Moyen-Âge, jusqu'au XVIIIe siècle, que le vampire était sadique, par exemple. D'un sadisme avançade. Il fait ça uniquement, c'est un cadavre ambulant qui, pour continuer à se mouvoir, a besoin de sang. Maintenant, on ajoute ce qu'on appelle insult to injury, on ajoute l'insulte à la blessure, c'est qu'on prend son pied presque en mordant quelqu'un. Et là, je pense que c'est le côté humain qui prévaut, c'est la méchanceté humaine qui se calque sur la méchanceté toute relative des vampires d'antan. Ce qui veut dire que les humains, en quelque sorte, sont plus méchants que les vampires. Ce que je reproche aussi à Anne Rice. Le vampire, il prend le sang parce qu'il veut se nourrir. Pourquoi ajouter la blessure? Donc, à partir des films d'Anne Rice, le vampire ne se contente plus de mordre, il arrache la gorge des victimes. Clairement pour que les vampires ne reviennent pas, et clairement pour les faire souffrir. Ça, je trouve ça un peu malsain. Mais ça, c'est la nouvelle mode aussi, les nouveaux codes, je dirais, dans le film de vampires d'aujourd'hui. Évidemment, ce que les auteurs actuels essaient de faire, c'est de gommer tous les aspects magiques du vampirisme. C'est-à-dire que les vampires n'ont plus peur de l'ail, ce qui était un peu ridicule. Ils ne craignent plus nécessairement les crucifix. Le contact d'une hostie consacrée ne les brûle plus. Le seul tabou qui subsiste, enfin le seul interdit qui subsiste pour eux, la seule impossibilité, c'est de paraître au soleil. Le soleil les carbonise instantanément. Le vampire de Carpenter, je ne l'avais pas aimé la première fois et à force de le regarder, je le trouve de plus en plus intéressant. Je trouve que finalement, c'est une version moderne des premiers Dracula de Terence Fisher. Les mêmes codes sont repris, mais légèrement décalés, déviés. Et finalement, c'est une espèce de Dracula western qui est à la fois jubilatoire, drôle, inquiétant, et qui est très réussi. C'est un très bon film, finalement. Après, on va vers les années 90, où on est carrément plongé, comme dans Underworld, au milieu des vampires, avec leur lutte avec les clans de loups-garous. Ce qui fait que là, on est plongé dans un univers de violence, où l'humain n'est plus que du bétail. Et on voit par leurs yeux, et finalement, on se sent extérieur. Et là, moi, j'arrive plus à adhérer. Là, je me sens totalement en dehors. C'est pas le vampire que j'ai envie de voir. Les images sont filmées de plus en plus rapidement, certainement pour se calquer sur les jeux vidéo, et que ça prend un rythme souvent insupportable. Et que le scénario en pâtit, parce que souvent, il n'y a pas de scénario. Comme certains... Ce que je reproche à Underworld, c'est que l'histoire était très belle, hein, opposer une génération de loups-garous à une opposition de vampires. Ça, c'était très fort. Ils n'ont pas su l'exploiter, ça. Et les petits budgets qui sont très forts, comme Central Park Driver, un chauffeur de taxi vampire qui ne s'attaque aux femmes qui veulent se suicider la nuit. Comme ça, en les immortalisant, il les empêche de se tuer. Ça, c'est une belle histoire d'amour. Comme Blade, qui est un film aussi intéressant. Alors, mais là aussi, on va plus vers ce qui est actuel, soit
on est dans l'excès, la violence, soit ce sont des personnages, des super-héros de comics qui sont mis en scène. Et finalement, les cinéastes qui traitent de ces thèmes-là, ils aiment avant tout la bande dessinée, je pense. Même si Blade, ce que j'aime bien, c'est que c'est un humain qui n'est jamais mort. Donc c'est possible d'avoir un vampire qui n'est pas mort. Et on pourrait dire le mot bacille vampirique, comme dans Je suis une légende. Ce qui l'a contaminé, en tout cas, c'est répandu dans son ADN et il est obligé de vivre avec ça. Les chauves-souris qu'on voit dans Van Helsing, on les voit pendant un quart d'heure au moins. D'ailleurs, ça coûte cher, donc il faut les montrer. Je ne sais pas si c'est ça qui dépanne le succès d'un film, mais le film en perd son âme. Et c'est vrai que la Hammer Film avait basé ses films sur l'âme, sur l'histoire, sur le scénario, sur l'ambiance. Et ça a cessé d'avoir du succès au début des années 70 parce que les gens voulaient autre chose, les gens voulaient du sang. Mais on va peut-être y revenir, j'espère. À une forme de cinéma plus romantique, en somme. Le vampire, c'est un personnage qui sort de toutes les normes. Et je pense que la jeunesse actuelle, la génération actuelle de jeunes, est un peu déçue par le monde qu'on lui a fait. La société de consommation a bien des attraits, mais elle peut être aussi très monotone. Je pense que les jeunes lecteurs découvrent d'autres valeurs à travers ce personnage, à tort ou à raison, mais je pense qu'il y a véritablement une fascination pour le personnage du vampire. Et cela, c'est vrai, particulièrement de ce personnage-là, parce que le loup-garou ou d'autres personnages fantastiques sont loin d'avoir d'exercer le même attrait. C'est donc bien chez les jeunes mortels que j'ai trouvé mes plus fervents admirateurs. Du sang frais, parfait. Il y a parmi eux de jeunes humains qui m'adorent tant qu'ils s'identifient à mon espèce. De vrais faux vampires, mais bien réels ceux-là, pas des vampires de cinéma. Il y en aurait partout dans le monde. Chez les vampires, il y a quelque chose de très collectif, puisqu'ils fonctionnent pour la plupart par famille, par maison, par clan, quel que soit le terme qu'ils emploient. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif. Ça fonctionne par tribu, par clan. C'est vraiment un système clanique. Qui est aussi basé d'ailleurs sur les sociétés secrètes de l'ancienne Europe, avec ces rites initiatiques, cette magie, cet occultisme. Les vampires sont pas dangereux, et au contraire d'ailleurs, parce que le but de ces sociétés secrètes, entre guillemets, c'est d'aider justement leurs adhérents, les participants, à ne pas faire de mal à leur entourage. Donc au contraire, c'est leur dire, voilà, si vous voulez boire du sang, faites-le entre adultes consentants. Donc déjà consentant, donc il n'y a pas ce côté prédation et attaque de l'autre. Enfin, les vampires courent pas dans la rue la nuit pour aller attaquer les gens. Donc oui, non, c'est plutôt quelque chose de pacifique, c'est quelque chose de très sombre. Finalement, l'idée, c'est d'accepter la part sombre et la part de prédation qui est en chaque être humain, d'arriver à la contrôler, donc ne pas la nier, l'accepter, l'intégrer et la gérer. Je pense que par rapport au monde dans lequel on vit, qui est un monde de plus en plus libéral et dur, qui est donc basé sur une forme de prédation, finalement, le vampire se positionne comme étant l'ultime prédateur. Le vampire est au sommet de la chaîne alimentaire, comme les vampires avec un Y le disent eux-mêmes, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire, donc il se nourrit des humains, ce qui fait finalement une sorte de réponse au code de la société actuelle, au fonctionnement de la société actuelle. Et puis dans le vampire, évidemment, il y a Eros et Thanatos, donc l'amour et la mort, ce qui fait que c'est une espèce de prédateur ultime. Ça joue sur le côté sexuel, sur le côté consommation de l'autre, consommation de l'humain. Donc le vampire, finalement, est une créature qui est assez parfaite. C'est une espèce d'ultime prédateur, comme le monstre d'Alien peut être l'ultime prédateur dans l'espace. Le vampire est assez parfait par rapport à aujourd'hui. Et au travers de ce personnage fantastique, c'est aussi une manière de s'échapper de la dureté du quotidien, de la dureté du monde dans lequel on vit. Ce qui donne une pirouette assez amusante d'ailleurs, parce que dans une société comme la société américaine, où finalement les structures sociales sont en pleine déliquescence, finalement la réponse aux jeunes en difficulté vient de structures aussi ahurissantes que les familles de vampires. Quelque part, c'est l'acceptation de l'autre, c'est le fait que l'autre accepte qu'on soit différent et qu'on réagisse peut-être pas forcément de la même façon, qu'on ait justement son mode de vie à soi et qu'on se moule pas comme tout le monde dans le même moule. C'est vraiment une vision philosophique en fait, c'est une façon d'être
qui n'est pas celle de tout le monde. Et je crois d'ailleurs que ça explique le succès du mythe, notamment chez les gothiques. Il y a eu les punks, il y a eu les new wave, et c'était pas du tout comparable. Eux, ce qui les intéressait, c'était la musique, point barre. Alors que les gothiques, c'est des gens qui sont très cultivés, qui sont passionnés justement par la littérature du 19e siècle. Donc c'est vraiment un courant fort, c'est pas anecdotique en fait. Je ne confonds pas les gothiques avec les vampires. Bon, il y a une petite catégorie de gothiques qui se réclament du vampirisme, mais c'est plus par romantisme noir que par vrai vampirisme. Et moi, je trouve que justement les goths sont un mouvement qui protège des vampires qu'il y a dans la société, tout autour de nous. Depuis l'ouverture du musée, je lutte toujours contre les mères de famille qui veulent réserver le musée pour le goûter des enfants de moins de 10 ans le mercredi après-midi. Parce que pour eux, c'est uniquement ludique, c'est drôle. Les vampires, ça n'existe pas, donc on ne voit pas pourquoi ce serait intéressant d'en parler. Alors quand je dis aux parents, venez vous-même, ils disent non, je reviendrai quand mon fils aura 12 ans. Ils ne comprennent pas l'intérêt métaphorique. Bon, il faut un minimum d'imagination, c'est ce que je demande aux gens. Ils aiment lire, ils aiment se raconter des histoires, ils aiment les histoires. Tout le monde n'a pas de l'imagination, c'est un musée participatif. Ce que je dis correspond à l'imaginaire des gens. C'est souvent très mal perçu d'aimer les vampires, le vampirisme, parce que les gens oublient que derrière, il y a tout un background, si on veut, de littérature, de cinéma, de littérature, de culture. Pour les gens du commun, quand on s'intéresse à ça, c'est que soit qu'on est un peu fêlé, soit qu'on appartient à une secte. Enfin, ça peut pas être quelque chose de normal, ça peut pas être vu comme quelque chose de normal, de naturel. Il y a des étudiants qui viennent pour leurs études, pour faire des mémoires ou des thèses sur les vampires. Il y a des gens qui viennent par romantisme, il y a des gens qui croient aux vampires, il y a des gens qui aimeraient y croire. Il y a des gens qui viennent par curiosité littéraire, historique. Il y a des gens qui viennent comme exutoire. J'ai beaucoup d'infirmières qui viennent. Infirmières, c'est un métier dur, qui côtoient la mort, et qui ont l'impression peut-être que s'ils croyaient qu'il puisse y avoir un au-delà, qu'on puisse revenir, c'est pas par la forme. Les légendes leur paraissent beaucoup plus immédiates d'accès que les religions. Et beaucoup plus poétiques peut-être. Donc les gens viennent quelquefois pour se libérer, pour se ressourcer, pour avoir de l'espoir. J'ai été étonné au départ de ça, et puis généralement, parce que je leur donne, les histoires que je leur raconte, ça correspond à ça, et ça les aide quelque part. Même les enfants, c'est pas de la psychanalyse, c'est juste en utilisant les légendes elles-mêmes. Il y a un exutoire, il y a une thérapie par les légendes. Si on demande aux plus jeunes pourquoi vous aimez les vampires, ils vont vous répondre parce qu'on aime avoir peur. Mais au-delà de ça, s'ils aiment Buffy contre les vampires, ils aiment pas seulement avoir peur, sinon ils laisseraient pas le vampire Angel ou Spike rentrer chez eux tous les samedis soirs quand ils le regardaient. Non, c'est parce que justement, il se bat contre sa condition. Donc à la fois, il est immortel, beau, jeune, très intelligent, mais en même temps, il doit dépasser sa condition. Et ça intéresse les plus jeunes ou les plus âgés aussi d'ailleurs. Regardez ces femmes contemporaines, ces hommes contemporains, qui passent leur temps à se regarder dans des miroirs, les miroirs que la publicité leur offre, et qui veulent l'éternelle jeunesse. C'est la société qui nous vend des mythes. Alors le vampire, il s'enrichit de tout ça, puisque lui, par excellence, de toute manière, il échappe au vieillissement. Donc, il peut devenir, si on pousse les choses un peu plus loin, il peut devenir une sorte de rêve. Chacun d'entre nous voudrait, à travers la chirurgie esthétique, à travers les antioxydants, à travers les hormones, la DHEA, etc., il veut l'éternelle jeunesse. Il veut être un vampire. On est une société qui veut être vampire. D'ailleurs, c'est ce film sur lequel j'ai commencé à travailler en Amérique en 1983 et que j'essaye toujours de monter. Alors, ce qui devient intéressant, c'est que ça devient pratiquement aussi... je suis rentré moi-même dans le mythe, c'est-à-dire que mon projet reste jeune, riche de potentiel, et je vois vieillir la société autour de moi, et des gens que j'ai voulu caster dans des rôles de jeunes pourraient aujourd'hui jouer des rôles de vieux.
Alors, je suis moi-même rentré un peu dans le mythe du vampire, et je deviens moi-même une sorte de vampire. D'ailleurs, j'habite au-dessus d'un cimetière. Moi aussi, je vis au-dessus d'un cimetière où je me cache durant le jour. Ma condition de non-mort m'y emportait à m'installer ici. J'avais décidé de laisser vivre cette jeune mortelle au désir irrépressible et au sang bouillonnant. J'aimerais en faire ma compagne pour l'éternité. Un rêve, pour moi qui ne rêve jamais. Avant de rejoindre mon cercueil, j'aurais eu le temps d'entrevoir les peurs profondes et les terreurs intimes des humains. Et je sais maintenant que c'est cela qui engendre cette terrible solitude qui est la mienne. Le mythe du vampire, c'est un peu comme une auberge espagnole. On y apporte ce qu'on veut. Hein. Et donc, au fil des années, il évolue. Et c'est peut-être grâce à cela qu'il est éternel et qu'il ne vieillira jamais et qu'il sera toujours d'actualité. Je crois en Dieu. Je crois pas forcément toujours au diable, puisque c'est un dogme secondaire de l'Église catholique. Donc je ne suis pas obligé d'y croire à fond. C'est quand même un dogme secondaire. Le vampire, je ne suis pas non plus obligé d'y croire. Par contre, je reconnais que je le côtoie. Notre société est de plus en plus violente et que la violence est de plus en plus magnifiée. Si vous regardez un film à la télévision ou au cinéma, qui va avoir les jolies filles, hein? C'est le méchant qui a une grosse voiture, qui tue tout le monde, etc. Enfin, je veux dire, on a une image de la violence qui est très valorisée. On sait bien que ça favorise le vampire. Les vampires ont de beaux jours devant eux. Pour moi, le vampirisme, c'est quand même le côté romantique, c'est le vampirisme littéraire. C'est pas le dépravé sexuel qu'on va retrouver dans un hôpital. Donc, on est sur deux plans complètement différents. C'est pour ça que je pense que ça peut être dangereux pour quelqu'un, justement, qui saisit pas les nuances. Mettons maintenant qu'il y a de plus en plus de vampires réels, économiques. Et ces gens-là ne veulent pas qu'on les compare à des vampires. Donc, quelque part, on fait des films de vampires ridicules, avec des vampires qu'on ne peut pas prendre au sérieux, pour qu'on ne puisse pas faire un parallèle entre les vampires du cinéma et les vampires réels. C'est vrai qu'il n'y a pas de film de vampires sérieux depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il aura sa place à nouveau comme mythe, mais il faut attendre un petit peu. De toute façon, il y a eu le Todd Browning en 31, le Fisher en 58, le Coppola en 92, donc je crois qu'il faut lui laisser le temps de se remétamorphoser à nouveau, d'émerger de cette violence trop humaine pour se donner une autre identité. Je reviendrai dans quelques années, voir comment les humains ont évolué, et si je suis toujours un monstre à leurs yeux. Il faut toujours laisser du temps aux humains. Et du temps, je n'en manque pas.